Un tout petit peu n'importe quoi là. Bon, on y va. Hein. On y va. Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Le département de philosophie comporte une équipe de philosophie vidéo. Moi, m'intéresse beaucoup la question de savoir si, dans un cours direct, quelque chose passe en vidéo ou si rien ne passe. Si bien que on s'est dit qu'on allait tenter 2 fois. Ça va être dur, un peu dur, hein, mais dur pour tout le monde. 2 expériences en ce sens. Il y a plusieurs années, on l'avait fait déjà avec Marielle, hein, mais je crois les instruments étaient moins bons, tout ça, et d'une certaine manière, ça nous avait paru être bon, rendre. Mais enfin, les rapports paroles, vidéo, tout ça me paraissent intéressants. Enfin, pour moi, c'est... Et puis j'ai une idée plus perverse, c'est que comme vous me forcez à parler devant des machines, c'était le rêve de vous prendre à nouveau dans une plus grande machine, vous, ce qui rejoint évidemment le sujet de notre séance aujourd'hui, qui va être, vous allez comprendre très vite, quelque chose comme l'inclusion des points de vue ou l'inclusion des points d'ouïe, c'est-à-dire comment un point de vue peut prendre un autre point de vue, peut cerner un autre point de vue, peut englober un autre point de vue, ou un point d'ouïe, saisir un autre point d'ouïe. Bon, du coup, allons-y. J'essaie de résumer, pour que ce soit très clair, le point où nous en sommes, j'essaie de résumer où nous en sommes. Vous vous rappelez, je voudrais que vous gardiez ça vaguement présent à l'esprit chaque fois. Vous vous rappelez quel est notre problème d'ensemble pour toute cette année. Notre problème d'ensemble, c'est la possibilité d'une définition de la philosophie baroque, c'est-à-dire de la philosophie de Leibniz, en fonction de la détermination suivante, le pli. À partir de l'idée que, finalement, l'opération baroque par excellence, c'est le pli, faire des plis, à condition que ce soit à l'infini. Le pli porté à l'infini, avec ce que ça comporte, à savoir l'opération d'arrondir les angles, c'est ça qui définirait l'acte baroque. Mais à peine nous disions cela, à propos de Leibniz, que c'était donc une philosophie qui portait le pli, le plissement à l'infini, que nous voyons qu'il y avait une bifurcation. C'est-à-dire le pli se distribuait d'après 2 étages. L'étage du bas et l'étage du haut. Et l'étage du bas, c'était les replis de la matière. Les replis de la matière lorsque la matière est soumise à l'infini. Et les replis de la matière lorsqu'elle est soumise à l'infini, nous avions commencé par les étudier d'une manière très générale, et nous étions renvoyés, les replis de la matière nous renvoyaient d'une part au corps physique élastique, d'autre part, au corps organique qui possédait la propriété de plier ses propres parties et de déplier ses propres parties. Plier ses propres parties, c'était l'involution du corps organique.
Déplier ses propres parties, c'était l'évolution du corps organique. Et dès ce moment-là, nous tombions sur des couples de notions. Involuer, évoluer. Impliquer, expliquer. Envelopper, développer. Tout couple de notions qui manifestait le pli. Et puis, nous avions attaqué la dernière fois l'autre étage. Et l'autre étage, ça n'était plus les replis de la matière, c'était les plis dans l'âme. Pourquoi ces deux étages, etc. Nous sommes loin encore de pouvoir considérer ces questions. Nous les prenons comme elles viennent. Les plis dans l'âme allaient constituer l'autre étage, comme quoi? Comme forme de l'infini. Ou comme élément génétique idéal. À ces deux étages, vous vous rappelez que correspondaient les deux labyrinthes. Leibniz nous disait que toute sa philosophie était tendue entre deux labyrinthes. Le labyrinthe du continu, qui se développait, mais je dirais aussi bien qui se repliait. Le labyrinthe, c'est la figure du pli. Le labyrinthe du continu qui se dépliait ou s'enveloppait dans la matière. Et le labyrinthe de la liberté qui s'enveloppait dans l'âme. Et sans doute ce qui m'intéresse presque le plus, c'est la communication de ces deux labyrinthes. En fait, ils communiquent comme les deux étages communiquent. Bon. Alors, nous avions commencé l'étude des plis dans l'âme, comme forme de l'infini. Et la dernière fois, nous étions seulement allés, nous avions parcouru un bout du chemin de ce second labyrinthe. Nous avions été de l'inflexion à la série infinie. C'était notre objet la dernière fois et ça revenait à dire des choses très très simples. Ça revenait à dire d'abord que l'élément génétique du pli, c'était l'inflexion. Je ne reviens pas sur tout ça. C'est-à-dire la courbure irrégulière de la ligne autour d'un point dit point d'inflexion. Vous vous rappelez le petit schéma tout simple, hein, comme ça. Et on avait déjà pressenti très très sommairement en quel sens les mathématiques de Leibniz étaient mathématiques de la courbure ou des courbures. Et de l'inflexion, nous étions passés, ou de la courbure, nous étions passés à l'idée de série infinie. Les mathématiques de Leibniz n'étaient pas seulement une mathématique de la courbure, mais une mathématique des séries infinies. Ce qui voulait dire quoi? C'est que la courbure se développe nécessairement sous forme d'une série infinie. Et qu'il fallait se méfier de la notion de série infinie, puisque cette notion ne pouvait être fondée que là où le développement était nécessairement celui d'une série infinie et ne pouvait pas être présenté autrement. Chaque fois que le développement pouvait être présenté autrement, c'est-à-dire le dépliement, chaque fois que le développement pouvait être présenté autrement, l'idée même de la série infinie n'était pas fondée. Mais il y avait un cas
où de toute évidence le développement ne pouvait être présenté que sous forme d'une série infinie, c'était celui du nombre irrationnel. Et c'était le nombre irrationnel qui nous donnait la clé de la notion leibnizienne de série infinie. Or, le nombre irrationnel, qu'est-ce qu'il a à faire avec la courbure? Pour que notre genèse soit cohérente, il faut montrer ce lien. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a montré, en effet, comment le nombre irrationnel, repérable sur une droite, n'était repérable sur cette droite que dans la mesure où l'on faisait tomber une courbure au point que le nombre irrationnel était réellement, on pourrait dire, était sur la droite un point curviligne et non pas un point rectiligne. Les points rectilignes étaient représentés par des nombres entiers ou fractionnaires. Mais le nombre irrationnel, lui, renvoyait à un point véritablement curviligne, c'est-à-dire à la chute d'une inflexion sur la droite. Bon, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ça n'a pas d'importance, mais vous pouvez guère comprendre, je suppose. Je récapitule d'abord ceux qui... Mais je voudrais que même ceux qui n'étaient pas là supposent que ceci est obtenu, ce résultat est obtenu, à savoir l'inflexion s'exprime, ou la courbure variable, si vous voulez, s'exprime dans des séries infinies. Et après tout, c'est tout simple, je vous disais, prenez sur une droite deux points aussi rapprochés que vous voulez, vous pouvez toujours en intercaler un, par lesquels passe une inflexion, c'est-à-dire qui sera point d'inflexion. Deux points A et B étant donnés, si rapprochés soient-ils, vous pouvez en intercaler un point C, qui sera le centre d'une inflexion allant de A à B. Bon, tout simple. Si vous voulez, là, c'est très grossier, mais c'est la manière la plus simple de vous faire sentir en quel sens l'inflexion se développe sous forme d'une série infinie. Bien. Donc, nous allions de l'inflexion à la série infinie. Notre tâche aujourd'hui, c'est quoi? D'aller de la série infinie, non, pas d'aller de la série infinie, d'aller de l'inflexion à l'inclusion par l'intermédiaire des séries infinies. Pourquoi c'est notre tâche aujourd'hui? Eh bien, la ligne est pliée à l'infini. C'est ça le thème baroque. La ligne est pliée à l'infini. C'est une ligne à courbure variable. Mais pourquoi? La Leibniz aime bien les questions pourquoi. Là, on parle pour notre compte, au point où on en est de notre analyse, c'est-à-dire on dit vraiment des choses tellement simples, tellement... Pourquoi est-ce qu'une ligne est pliée à l'infini? Eh bien, pour la mettre dedans. Pour la mettre dans. C'est-à-dire, elle est pliée à l'infini parce qu'elle est incluse. Elle est incluse dans. Dans quoi? En d'autres termes, l'inclusion est la cause finale, dirait-on en philosophie. L'inclusion est la cause finale du pli à l'infini. C'est aussi bête que ce que je dis là, c'est aussi bête que vous pliez une lettre, vous pliez un papier pour le mettre dans. Hein? Vous pliez une lettre, un papier pour le mettre dans. Pour le mettre dans une enveloppe. Hein, imaginez que l'enveloppe soit petite à l'infini. Hein? Vous pliez. Oh.
de l'inflexion à l'inclusion. Je ne sais pas encore dans quoi la ligne du pli infini, la ligne infiniment pliée, je ne sais pas dans quoi elle va être incluse. Il faudrait qu'il y ait, comprenez notre objet aujourd'hui, quel est le terme que je dois nécessairement considérer comme ce dans quoi ce qui se plie se plie. Ce qui se plie dans quelque chose. À ce moment-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui, par nature, soit tel qu'il contienne, qu'il comprenne, qu'il enveloppe le pli. Bon. Alors on voit au moins, encore une fois, la dernière fois, nous avions été de l'inflexion à la série infinie. Aujourd'hui, ça n'était que la moitié de notre parcours, correspondant à notre étage d'en haut. Nous devons faire l'autre moitié, c'est-à-dire de l'inflexion à l'inclusion par l'intermédiaire des séries infinies. Alors bien, je voudrais que tout ça reste, ça a l'air compliqué, mais vous sentez aussi que c'est des opérations extrêmement simples. Dès qu'on parle de pliage, c'est des exercices pratiques. Il y a deux manières pour vous de m'entendre. Au niveau d'exercices pratiques, des exercices de pliage. Et en mathématiques, c'est très important. En biologie, c'est très important. Et puis, une manière sans doute plus philosophique qui correspond au concept leibnizien. Mais ça ne veut pas dire que ces concepts ne soient pas doublés d'intuitions sensibles extrêmement simples. Je crois que c'est très fâcheux pour essayer de comprendre Leibniz de partir de considérations sur l'inclusion des prédicats dans le sujet. Au point que je demande à ceux qui connaissent déjà du Leibniz de presque l'oublier. Tous ceux qui connaissent un peu Leibniz savent que c'est un auteur qui dit. Les prédicats sont contenus dans le sujet. C'est-à-dire passer le Rubicon est contenu dans le sujet César. Alors, on peut considérer une telle idée comme intéressante, comme bizarre, comme tout ce que vous voulez, mais ça a l'air très abstrait. Pourquoi il dit ça? C'est pourquoi on a essayé de partir de tout à fait autre chose. Le gain, ce sera si à ce moment-là, l'idée que l'attribut passer le Rubicon est compris dans le sujet César, eh ben, ce serait bien si à ce moment-là, si plutôt à un certain moment, ça nous paraît aller de soi. Alors, je veux dire, l'intuition sensible, vous voyez, du pli à l'inclusion, de l'inflexion à l'inclusion, elle est très simple. Seulement, il faut la suivre pas à pas, essayer de construire des notions philosophiques à partir de cette idée. Ce qui se plie se met dedans. Ce qui se plie s'enroule dans. Dans quoi? Dans un quelque chose égal X. Qu'est-ce que c'est, ce quelque chose égal X, qui est fait pour recevoir ce qui se plie? Eh bien, là, il faut aller très doucement. Et je reviens à mon inflexion. Merci. Vous vous rappelez le dessin, là, si convaincant d'une inflexion quelconque, à courbure variable. Il n'est pas d'ailleurs, il n'est pas joli. Voilà. Pour le moment, nous considérions deux choses.
le point décrivant l'inflexion et le point d'inflexion lui-même. Le point d'inflexion lui-même, c'est le point par rapport auquel la tangente traverse la courbe. Mais il est évident qu'il faut aussi considérer une troisième sorte de point. C'est quoi? Cette troisième sorte de point, je pourrais l'appeler centre de courbure. Qu'est-ce que c'est, le centre de courbure? C'est le point où sont censés se rencontrer toutes les perpendiculaires aux tangentes de chaque point pris sur l'inflexion. Ah, ça parle tout seul, ça. Objection immédiate. Si l'inflexion est à courbure irrégulière, il n'y aura pas exactement un point. Mais le centre de courbure parcourra lui-même une courbe fermée. Pourquoi fermée? Parce que quand vous atteignez le point d'inflexion, celui où la tangente traverse la courbe, vous sautez à un autre centre de courbure. Ça complique là. Vous sautez à un autre centre de courbure. En fait, dans une inflexion à courbure variable, toutes les perpendiculaires aux tangentes se rencontreront pas en un point, mais en une région définie par une courbe fermée. Quand vous sautez à l'autre moitié, par-delà le point d'inflexion, vous sautez à un autre centre, qui lui-même se présente pas simplement comme un point. Bien, en d'autres termes, le centre de courbure dans une courbure irrégulière parcourt une région déterminée. On dira, supposons, fixons des mots, on dira qu'il a un site. Il a un site. Donc, tantôt, lorsque la courbure est régulière, vous avez un point centre, tantôt vous avez un site, c'est-à-dire une région décrite par le centre. Bien. Très important pour nous, parce que ça revient à dire quoi? Ça revient à dire le centre, c'est quoi? Le centre d'une courbe, d'une inflexion à courbure irrégulière, c'est, et on pourra aussi bien l'appeler, point de vue sur l'inflexion. Point de vue sur la courbe. Il est du côté de la concavité. On a fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois, mais tout ça d'une manière très très élémentaire. L'inflexion est affectée d'un vecteur de concavité.
Je veux dire, le privilège de la concavité dans l'inflexion, c'est quoi? C'est que c'est du côté de la concavité qu'est déterminable un centre. Ce centre déterminable du côté de la concavité, il se présente comment? Il se présente comme point de vue. Dans la mesure où le centre parcourt une région, on parlera du site du point de vue. Hein? Bien. Voilà que je dis bien que nous accédons à une nouvelle détermination du point. Je ne considère plus le point sur l'inflexion. Je ne considère plus le point singulier qu'on appelle point d'inflexion, là où la tangente traverse la courbe. Je considère une troisième sorte de point que je peux déterminer comme point de vue parcourant un site. Et déterminable par tout ça, toutes ces petites lignes que je viens de tracer, je peux aussi bien les appeler des vecteurs de concavité. Point de vue. Voilà. Parmi tous les coups de génie de Leibniz, voilà le sien. Voilà un des. La transformation du centre en point de vue. On vient de faire un grand pas quant à notre problème, à passer de l'inflexion à l'inclusion. Je voudrais que vous le sentiez. Mais l'idéal, ce serait de le sentir sans le comprendre encore. L'idéal est réalisé. Donc, je tiens juste cette idée, vous voyez, je suis passé de l'inflexion, c'est-à-dire de la courbure irrégulière, dont on était parti, à l'idée d'un point de vue sur la courbure, point de vue sur l'inflexion, défini hors de la ligne par le centre comme point de vue. Le centre parcourant un site. Sentez que tout point de l'espace peut être traité dès lors comme un point de vue. Ah, tout point de l'espace pourrait être traité comme un point de vue. Mais si c'est vrai, ça. Si c'est vrai, ça donne énormément, ça donne une espèce de nouvelle gravité à l'espace, une nouvelle consistance à l'espace, et ça lui ôte aussi son ancienne consistance. Tout point de l'espace peut être traité comme un point de vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que tout point de l'espace est tel que y concourt, c'est pas compliqué, y concourt une infinité de droites convergentes. Voilà. Quel que soit le point de l'espace que vous considériez, voilà. Hein, là, je peux y faire passer une infinité de droites convergentes. Ce qui revient à dire quoi? D'après ce qu'on vient de voir, tout point de l'espace est un point de vue possible. Tout point de l'espace, complétons, tout point de l'espace est un point de vue possible sur une inflexion à courbure irrégulière. Quel drôle de monde! Quel drôle de monde, ce monde de Leibniz. On l'appelle monde baroque. Tout point de l'espace est tel que peuvent y concourir une infinité de droites convergentes. Bien. Est-ce que ça ne revient pas à dire aussi? Tout point de l'espace est tel
que je peux y faire passer toujours une droite parallèle à toutes les directions. C'est la même chose. Un point de l'espace étant donné, je peux y faire passer une droite avec ses parallèles, mais aussi une droite d'une autre direction remarquez que mon premier schéma par tout point de l'espace peuvent toujours passer une infinité de droites concourant en ce point. Et puis mon autre, par tout point de l'espace, je peux faire passer autant de droites que je veux, dont les parallèles correspondent à toutes les directions. Le premier cas renvoie à ce qu'on appelle une perspective conique. Mon deuxième cas renvoie à ce qu'on appelle une perspective cylindrique. La perspective conique et la perspective cylindrique sont immanentes l'une à l'autre. Tout point de l'espace est référable aux deux systèmes. Ce qui revient à dire une chose qu'un mathématicien contemporain de Leibniz avait dégagé, à savoir des args, D-E-S-A-R-G-U-E-S, que les droites concurrentes et les droites parallèles sont de même ordonnance. La perspective cylindrique, c'est quoi? C'est le point de concurrence à l'infini, à distance infinie. La perspective conique, c'est le point de concurrence à distance finie. Ce qui sera important, c'est l'immanence mutuelle de l'un et de l'autre. La perspective cylindrique est présente dans toutes les perspectives coniques. Les perspectives coniques sont présentes. L'infinité des perspectives coniques sont présentes. Dans la perspective cylindrique, vous sentez tout de suite ce que veut dire Leibniz, à savoir, la perspective cylindrique, c'est Dieu. Les perspectives coniques, ce sont les créatures. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'être point de vue. Point de vue perpétuellement impliqués les uns dans les autres. Immanents les uns aux autres. Discours de métaphysique. Je lis, on ne peut pas encore juste pour que vous sentiez le ton. Dieu tournant pour ainsi dire, Dieu tournant pour ainsi dire, de tous côtés et de toutes les façons, le système général des phénomènes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa gloire. Comme c'est beau, hein? Voyez, Dieu tourne de tous côtés, de toutes les façons, le système général des phénomènes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa gloire.
et regardant toutes les faces du monde de toutes les manières possibles, le résultat de chaque vue de l'univers, comme regardé d'un certain endroit, est une substance. Vous, moi, est une substance qui exprime l'univers conformément à cette vue. On ne peut pas mieux dire que nous sommes des perspectives coniques immanentes à la perspective cylindrique de Dieu. Bon, voilà. Nous sommes passés de l'inflexion à l'idée du centre de courbure qui est nécessairement point de vue. C'est déjà un grand pas. Point de vue décrivant un site. Or ça, essayons d'avancer encore, j'insiste sur l'importance fondamentale. Cette transformation du point en point de vue. Un des meilleurs livres sur Leibniz, c'est celui de Michel Serres, Le système de Leibniz. Et c'est un des aspects sur lesquels Serres a le plus insisté. Comment chez Leibniz le centre cessait d'être un centre de configuration pour devenir, si vous voulez, un centre optique, c'est-à-dire un point de vue. Ce n'est plus le point de vue qui renvoie à un centre. C'est tout centre qui renvoie à un point de vue et ne peut se définir que par là. Ce que Serres exprime en disant que, à la géométrie de la sphère ou du cercle, se substitue la géométrie du cône. Le cône dont le sommet est un point de vue. À quoi ça répond, ça? Ben, ça répond en effet à une situation dite dramatique du XVIIe siècle. Ou, à plus forte raison, du monde baroque. Dans la mesure où l'infini est introduit partout, dans les replis de la matière, dans les séries, dans les plis de l'âme, etc. Le monde est en train de perdre tout centre. En effet, comment centrer l'infini? Où y a-t-il un centre dans l'infini? Le centre est nulle part. La perte du centre, n'est-ce pas, est presque la conscience dramatique du monde baroque. Et en sens, une conscience dramatique de la perte du centre, mais c'est ce qui affecte tout le XVIIe siècle. Où peut-il y avoir un centre dans l'infini? Redonnez-nous un centre. Bon, ils ont perdu tout centre, ils ont perdu la Terre. Ils nagent dans l'infini, bon, mais nager dans l'infini, il n'y a plus de centre. D'où, comme le montre très bien Serres, l'importance d'une opération qui consiste à changer radicalement la conception du centre, le centre qu'on ne peut plus trouver comme point d'équilibre dans une configuration. On va le trouver sous la nouvelle forme du point de vue. À cet égard, ça traverse toute la philosophie de Leibniz, mais ça traverse également toutes les pensées de Pascal. Et Serres a raison de faire à cet égard un long parallèle entre Pascal et Leibniz. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le centre devient point de vue. Vous voyez, là, ce que nous cherchons dans ce second moment de notre analyse, c'est une espèce de confirmation générale.
de ce que nous avons obtenu en tout petit par l'analyse préalable de l'inflexion. À savoir, l'inflexion renvoie à un centre de courbure qui se présente comme un point de vue. Comme un point de vue parcourant un site. Maintenant, on cherche la formule la plus générale de cette transformation du centre en point de vue. Et la confirmation la plus générale, on la trouve immédiatement dans un chapitre des mathématiques qui, pour tout le XVIIe siècle, est fondamental et vient encore du géomètre Desargues, qui aura autant d'influence sur Descartes que sur Pascal, que sur Leibniz. Et ce chapitre des mathématiques auquel je pense, c'est celui qui est bien connu sous le titre des sections coniques. Les coniques, qu'est-ce que c'est? Sans doute l'histoire des coniques, c'est une vieille histoire en mathématiques. Mais là, continuant, je dis des choses très rudimentaires et ça ne fait rien que vous ne compreniez pas. Je dis, c'est très connu, mais les anciens mathématiciens, mettons, éprouvaient le besoin et ne pouvaient pas faire autrement que passer par une certaine figure géométrique qui était un triangle rectangle compris dans un cercle. Ils avaient besoin de ça pour établir le thème des coniques, dont on ne sait même pas encore ce que c'est. Il passait donc par un triangle rectangle compris dans le cercle. C'était le triangle par l'axe. Comme dit Pascal dans un petit texte sur les coniques, il dit que le mérite de ses contemporains, et de Desargues d'abord, c'est qu'il n'a plus besoin de passer par le triangle par l'axe. Se fait donc une espèce de, quoi? Considération directe de ce qu'on appelle les coniques. Qu'est-ce que c'est ça? Ne prenez pas au sérieux du tout mathématiquement ce que je dis, puisqu'on en a fini avec je ne vais pas du tout. Et puis, qu'est-ce que c'est bien connu. C'est pas un petit machin. Ah non, je vais aller là. Allez, là. Vous voyez, c'est un double cône, ça. Hein. Mais si vous en donnez un, il n'y a pas de raison de ne pas s'en donner deux. Hein. S, c'est le sommet. C'est le sommet. Inutile de vous dire que c'est un sommet point de vue. L'œil est censé être en S. Vous voyez ce que ça veut dire? On va substituer déjà à la géométrie de la sphère ou du cercle une géométrie du cône. Ça veut dire on va substituer à la détermination des centres la détermination des points de vue. C'est le saut du centre au point de vue. Eh bien, voyez votre cône. Vous supposez qu'il est une base circulaire. Pour avoir une autre base, il y a des cas beaucoup plus compliqués, hein, mais vous prenez une base circulaire. Vous le coupez par un plan parallèle à la base. Vous avez quoi? Vous avez un cercle. Vous le coupez par un plan oblique. Vous avez une ellipse. Vous le coupez par un plan, vous voyez, comme ça, là. Je ne sais pas comment appeler ça.
que vous voyez là. Vous le coupez en... Non, ah non, c'est pas parallèle, non. Non, enfin bref, hein, tout simple. Vous avez une parabole et vous le coupez de telle manière que les deux cônes sont affectés. Vous avez une hyperbole. Vous le coupez en S, par un point, par un plan passant par S. Vous avez un point. Vous le coupez par un plan passant par une génératrice du cône. Par un plan passant par là, par exemple. Vous avez une ligne droite. C'est tout, hein. Ce que je dis, c'est lamentable, hein. C'est lamentable, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec... C'est pour vous indiquer juste, pour vous indiquer quoi. Mais là, c'est curieux. Je me suis mis en S, point de vue. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai varié le plan de coupe de mon cône. Et j'ai obtenu successivement cercle, ellipse, parabole, hyperbole, point, ligne droite. Qu'est-ce que c'est? À première vue, il n'y a rien de commun entre ces choses, entre un point et une ellipse, entre une ligne droite et une parabole, entre une hyperbole et une parabole. Qu'est-ce que c'est? Et pourtant, qu'est-ce que je peux dire? Suivant la formule de Serre, et ça suffit même pas, j'ai les métamorphoses du cercle. Où j'ai quoi? Les connexions entre une famille de courbes. Si je m'en tiens au cas, parce que je peux considérer le point et la droite, c'est-à-dire lorsque le plan de coupe passe par S et lorsqu'il passe par une génératrice du cône, je peux considérer que ce sont des tas dits dégénérés. Bon, mais si je prends mes courbes cercle, ellipse, parabole, hyperbole, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Mathématiquement, elles ont bien quelque chose en commun, d'être du second degré. Mais sensiblement, elles semblent n'avoir rien de commun. Et pourtant, je passe de l'une à l'autre les métamorphoses du cercle, en faisant varier le point, le plan de coupe du cône. Sous le point de vue S. Le centre n'est plus le centre du cercle, ni même les foyers de l'ellipse. Le centre, c'est le point de vue en fonction duquel j'ai une loi de passage du cercle à l'ellipse, à la parabole, à l'hyperbole. Quel est l'objet? À la limite, je ne sais plus, je peux dire, quand je dis les métamorphoses du cercle, et là aussi Serre le montre très bien ça, quand je dis les métamorphoses du cercle, je privilégie le cercle. Mais d'abord, mon cône n'est pas du tout forcément à base circulaire. Il peut être concave, convexe, tout ce que vous voudrez. Et puis, le cercle n'a aucune raison d'avoir un privilège absolu. L'objet dans toutes ces projections sont les projections, c'est ce qu'on appelle, dans les mathématiques de cette époque, le géométral. Mais à la limite, comprenez, le géométral, il n'est saisi que par Dieu. Nous, avec nos points de vue finis,
Nous ne saisissons que des projections, mais pas seulement des projections, nous saisissons la connexion d'une projection avec une autre. L'objet, c'est la connexion des projections, ou si vous préférez, si vous voulez un langage plus moderne, la synthèse des profils. Tout objet est de profil. Il n'y a que des profils. Percevoir, c'est faire une synthèse de profil. Husserl sera infiniment plus leibnizien qu'il n'en est conscient lui-même, et pourtant il était très conscient de l'être. Bien. Alors, le géométral, ce sera peut-être l'objet tel qu'il répond à la perspective cylindrique de Dieu. Mais nous nous contentons des profils et de leur connexion. C'est la métamorphose, l'objet en métamorphose. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui est une autre manière de dire ce qu'on avait vu la dernière fois, change radicalement, grâce à la notion de point de vue, change radicalement l'idée même d'objet chez Leibniz. Et je vous proposais d'appeler, pour bien marquer ce nouveau statut de l'objet, de lui donner un nom bizarre. Hélas, Leibniz ne l'avait pas employé, mais on pourrait trouver, inventer un texte, on pourrait dire qu'on a trouvé un nouveau texte. Enfin, le véritable nom de ce nouveau type d'objet, ça pourrait être l'objectile. Et qu'est-ce que c'est dire l'objet, c'est un objectile? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi introduire un mot comme ça, sinon pour rigoler encore, on ne rigole pas tellement. Pourquoi? Pour grouper un certain nombre de caractères. Il faudrait dire l'objectile, c'est l'objet en tant qu'il n'existe que sous ses profils. Dès lors, la perception de l'objet implique une série infinie de profils, la synthèse d'une série infinie de profils. C'est donc l'objectif, c'est l'objet en tant qu'il passe par une série infinie. Ou si vous préférez, c'est l'objet en tant qu'il décline une famille de courbes, telles cercle, ellipse, parabole, hyperbole. Ou si vous préférez, et là c'est pas du tout accentuer la modernité de Leibniz, tant il est vraiment moderne, c'est l'objet en tant qu'il est défini par un groupe de transformation. Vous voyez que là, les coniques introduisent l'idée d'un groupe de transformation en vertu duquel je passe du cercle à l'ellipse, de l'ellipse à la parabole. Ou si vous préférez, l'objectif, c'est l'objet en tant qu'affecté d'une courbure ou d'une inflexion à courbure variable. Voilà, on peut dire tout ça. C'est un monde profondément théâtral. Pensez en même temps, pensez dans le monde baroque, dans les fêtes baroques, l'importance des décors à transformation. Le décor à transformation, c'est la base, c'est presque l'élément de base de la fête baroque. Bon. C'est le théâtre italien. Et Leibniz se réclame souvent du théâtre italien. Il dit, ben oui, le monde, c'est comme un théâtre italien. Le monde comme décor à transformation. C'est-à-dire l'objet est indéfinissable, indépendamment d'un groupe de transformation qui l'affecte ou indépendamment d'une courbure variable qui l'affecte. C'est donc un tout nouveau statut de l'objet. Bien plus, bien plus. Ça ne suffit pas de parler de métamorphose. Car la métamorphose, c'est le passage d'une forme à une autre forme.
Tout ce que je peux tirer comme conclusion, c'est qu'en effet, la théorie des coniques telle qu'elle est élaborée par Desargues et Pascal au XVIIe siècle a pour nouveauté d'introduire ce thème des métamorphoses de l'objet et d'appartenir véritablement à ce qu'on cherchait comme critère de mathématiques baroques. Vous voyez, bien entendu, je ne prétends pas avoir dit quoi que ce soit sur de mathématiques sur la théorie des coniques. Et pourtant, il faut que je fasse encore une allusion aux mathématiques. Car, revenons brièvement avant d'en finir avec ce point, le nouveau statut de l'objet, l'objectile. Revenons à Desargues, dans sa théorie des coniques. Son point de départ va être ceci. Et vous allez voir que ça renvoie tout à fait à notre problème là des projections. Imaginez un triangle quelconque, qui tourne autour d'un axe. Il tourne continuellement autour d'un axe. Vous imaginez votre triangle. Les projections de ce triangle correspondent à chaque position du triangle. Bon. Est-ce qu'il y a une loi des projections? Est-ce qu'on peut dégager une loi des projections, c'est-à-dire des images variables du triangle quand il tourne autour de son axe? Desargues explique que il faut, là je dis ça parce que ça m'intéresse beaucoup, mais enfin, ce que je vais dire en même temps, ça